Imaginez la scène. Vous êtes dans une réunion Zoom professionnelle. Nous sommes en avril 2020. Le monde est confiné. Alors que vous examinez les rapports trimestriels depuis votre bureau à domicile, un visage apparaît à l'écran, un visage que vous jureriez avoir vu sur une affiche de personnes disparues il y a 25 ans. Pas n'importe quel visage, celui d'un enfant qui s'est volatilisé sans laisser de traces le 12 juin 1995, une photo fanée que vous avez vue des centaines de fois sur des briques de lait, les murs des bureaux de poste et les panneaux d'affichage des épiceries à travers la France. Voici la véritable histoire de Laurent Martin et de son employé Antoine Lefèvre, bien que ce ne soit pas le nom qu'il portait à sa naissance. Ce que les enquêteurs ont découvert était plus choquant que quiconque aurait pu l'imaginer. Pendant exactement 25 ans, une famille a pleuré la disparition de son fils, tandis qu'il vivait à seulement 846 km, sous une identité totalement fabriquée. La prétendue sécurité du télétravail, cette nouvelle normalité censée nous protéger d'un virus invisible rôdant à l'extérieur, est devenue le cadre où l'une des affaires de disparition d'enfants les plus troublantes de l'histoire française a enfin été élucidée. Un appel Zoom, avec l'identifiant de réunion 78245196023, programmé pour 10 h le 14 avril 2020, allait changer à jamais la vie de deux familles et révéler un tissu de mensonges tissés sur un quart de siècle. Ce que Laurent Martin a vu à l'écran ce mardi n'était pas seulement un employé discutant des projections de vente. C'était le fantôme d'un enfant que le monde avait abandonné pour mort, bien vivant, parlant de métriques trimestrielles, totalement inconscient que sa vie soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Voici où cela devient étrange. La technologie qui nous a isolés pendant la pandémie est devenue la clé pour résoudre une affaire non élucidée vieille de 25 ans. Lucas Michel Dubois avait exactement 9 ans et 4 mois lorsqu'il a disparu. Il n'était pas qu'une statistique. C'était un gamin au visage tacheté de taches de rousseur, rêvant de devenir astronaute, collectionnant religieusement des cartes Panini de football, et demandant chaque soir à sa mère, Marie, de lui lire un chapitre supplémentaire du Petit Prince avant de dormir. Le 12 juin 1995, Lucas portait son t-shirt rayé bleu et blanc préféré de Petit Bateau, offert par sa grand-mère Louise pour son dernier anniversaire, un short en jean Armor luxe troué aux deux genoux à force de jouer dans la cour, et des baskets Lacoste rouges qui s'illuminaient quand il courait. Les Dubois n'étaient ni riches ni pauvres. André Dubois enchaînait les doubles journées comme électricien à l'usine Renault de Lisieux, en Normandie. Marie enseignait en classe de CE1 à l'école primaire Saint-Joseph, la même école où Lucas terminait sa 4e année. Ils avaient perdu leur fille cadette, Chloé, d'une leucémie 3 ans plus tôt. Lucas était leur seul enfant survivant, leur raison de se lever chaque matin, le ciment qui maintenait un mariage fracturé par le chagrin. Le dernier message de Lucas était une note griffonnée au crayon vert sur le réfrigérateur, « Maman, je vais chez Hugo après l'école. Promis, je serai là pour le dîner. Je t'aime. » Hugo Lambert, son meilleur ami depuis la maternelle, confirmerait plus tard que Lucas n'était jamais arrivé chez lui ce jour-là. La dernière photo de Lucas a été prise pendant la récréation du matin à 10h47, capturée par hasard en arrière-plan d'une photo de groupe du club d'échecs. On le voit sourire en jouant avec son yo-yo Mauboussin rouge. Le même qu'on retrouverait abandonné 72 heures plus tard dans une ruelle à 3 pâtés de maison de l'école. Lucas avait une marque de naissance en forme de croissant distinctive sur la joue gauche et une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit, souvenir d'une chute de son vélo gitane bleu à l'âge de 7 ans. Il lui manquait une dent de devant en bas, normale pour son âge, et il avait l'habitude nerveuse de se ronger les ongles quand il était anxieux. Les enseignants le décrivaient comme brillant mais timide, un enfant qui préférait lire pendant la récréation plutôt que de jouer au football avec les autres garçons. La veille de sa disparition, Lucas a mangé son plat préféré, un gratin dauphinois avec des croquettes de poulet. Marie se souviendrait toujours de l'affection inhabituelle de son fils ce soir-là, la serrant dans ses bras 3 fois avant de dormir et disant « Tu es la meilleure maman du monde ». André est rentré tard du travail, mais a réussi à dire bonne nuit à son fils, qui lui a fait promettre d'aller pêcher au lac d'Annecy ce week-end. « C'est d'accord, champion », furent les derniers mots qu'André adresserait à son fils. Les Dubois vivaient dans une modeste maison à 2 étages au 12 rue des Lilas, avec un jardin devant où Lucas avait planté des tournesols l'été précédent.
Sa chambre, peinte en bleu ciel avec des étoiles phosphorescentes au plafond, resterait intacte pendant les 25 années suivantes. Un sanctuaire figé dans le temps. Son sac à dos Astérix, ses figurines Playmobil, sa collection de 237 cartes Panini de football soigneusement rangées dans des classeurs, tout attendait un garçon qui ne rentrerait jamais. Mais voilà le problème des affaires de disparition d'enfants à l'ère pré-Internet. Sans alerte Amber, sans réseaux sociaux, sans communication nationale instantanée, un enfant pouvait simplement s'évanouir. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Lucas Michel Dubois. Le 12 juin 1995, l'aube s'est levée à 26 degrés Celsius à Lisieux, en Normandie. À 6h23, le réveil bavard de Lucas a sonné, comme tous les jours d'école. Marie Dubois est entrée dans sa chambre à 6h31 pour s'assurer qu'il était réveillé. Lucas s'est levé à 6h35, a pris une douche de exactement 7 minutes, et est descendu pour le petit déjeuner à 6h52. Il a mangé un pain au chocolat avec du lait demi-écrémé et un verre de jus d'orange artisanal. À 7h18, André Dubois a dit au revoir à sa famille. Il a embrassé Marie sur la joue et ébouriffé les cheveux de Lucas. « Sois sage, champion », a-t-il dit en prenant sa boîte à déjeuner Duralex bleu. Lucas a répondu « Je suis toujours sage, papa ». André a quitté la maison à 7h21, ignorant que c'était la dernière fois qu'il verrait son fils chez eux. À 7h45, Lucas et sa mère ont quitté la maison. L'air sentait le diesel de l'autobus Renault numéro 47 qui passait dans leur rue, mêlé du doux parfum de la lavande du jardin de Madame Martin, la voisine. On pouvait entendre le bruit métallique du vélo gitane vert de Paul Lefebvre, le livreur de journaux de 14 ans, faisant sa tournée. Marie a conduit sa Renault Clio beige de 1993 sur les 3 km jusqu'à l'école primaire Saint-Joseph, arrivant à 7h54. À 7h56, Lucas est sorti de la voiture à l'entrée principale. Marie a remarqué que son fils avait oublié son projet scientifique, un diorama du système solaire fait de boules de polystyrène peintes. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, je l'apporterai à la récréation », a-t-elle promis. Lucas a souri, montrant l'espace de sa dent manquante, et a couru vers le bâtiment. C'était la dernière fois que Marie verrait son fils en tant que Lucas Michel Dubois. Les cours se sont déroulés normalement. Madame Marguerite Dupont, son enseignante de 4e année, a rapporté que Lucas avait participé au cours de mathématiques à 8h45, répondant correctement que 7 x 8 égalait 56. Pendant la récréation de 10h30, il a joué à la pétanque avec Hugo Lambert et Théo Moreau près des balançoires rouillés à l'arrière de la cour. Il a déjeuné à 12h15 dans la cantine, un sandwich au beurre et à la confiture préparé par sa mère, une pomme Granny Smith et une brique de jus de raisin. La cloche de fin de journée a sonné à 14h47. Lucas a été vu pour la dernière fois sur la caméra analogique de l'école à 14h51, marchant seul vers la sortie et du bâtiment. La bande VHS granuleuse montrerait plus tard une silhouette floue s'approchant de lui. À 14h52. À 14h53, les deux silhouettes disparaissent du champ de la seule caméra fonctionnelle. Hugo Lambert a attendu Lucas chez lui de 15h05 à 15h45. Ne le voyant pas arriver, Hugo a supposé que les plans avaient changé. Il n'a pas appelé les Dubois, car sa famille n'avait pas de téléphone fixe. Ce retard de 40 minutes s'avérerait crucial. À 15h15, une camionnette Peugeot 806 bleu foncé avec une plaque partiellement visible, No 47X, a été repérée par Jeanne Simon, 67 ans, garée illégalement au coin de la rue du Chêne et de l'avenue des Roses, à 2 pâtés de maison de l'école. Elle se souviendrait précisément du conducteur, un homme d'environ 35 à 40 ans, portant une casquette de baseball rouge, semblant attendre quelqu'un. Il regardait sans cesse vers l'école, témoignerait-elle plus tard. À 16h30, Marie Dubois commença à s'inquiéter. Lucas rentrait toujours avant 16h. Elle appela les Lambert depuis le téléphone de l'école. La mère d'Hugo lui apprit que Lucas n'était jamais arrivé. La panique s'installa à 16h37 lorsqu'elle appela André au travail. « Mais quelque chose ne va pas », furent ses premiers mots. À 17h15, après avoir parcouru le quartier en voiture à la recherche de Lucas,
les Dubois appelèrent les secours. L'officier Jean-Paul Bisset arriva à leur domicile au 12 rue des Lilas à 17h43. Comme Lucas n'avait que 9 ans, une alerte fut immédiatement déclenchée. Mais en 1995, cela se limitait à des appels téléphoniques aux postes locaux et à des fax envoyés aux départements voisins. Pas de système d'alerte Amber, pas de base de données nationale instantanée. À 18h22, le yo-yo Mauboussin rouge de Lucas fut trouvé par un sans-abri nommé Henri, Rouge, Lefort dans la ruelle derrière chez Dupont, un débit de boisson. Il ne le signalerait que 3 jours plus tard, lorsqu'il vit les affiches de disparition et reconnut le jouet des cris. À 19h, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'un orange brûlé, 47 volontaires fouillaient déjà dans un rayon de 3 km autour de l'école primaire Saint-Joseph. Les chiens de police arrivèrent à 20h14, mais une pluie inattendue, commençant à 20h47, effaça toute piste olfactive utile. L'instant précis où Lucas fit confiance à la mauvaise personne fut involontairement consigné dans le carnet de terrain de René Dubois, un ornithologue amateur, qui, à 14h54 le 12 juin, écrivit « Observation d'un rouge-gorge alors qu'un garçon avec un sac à dos Astérix monte volontairement dans une camionnette Peugeot bleue à l'angle de la rue du Chêne et de l'avenue des Roses. Le conducteur lui a donné quelque chose, peut-être un bonbon ou un jouet. À 14h55, la camionnette partit vers l'est. René ne fit le lien avec la disparition qu'une semaine plus tard, lorsqu'il lut enfin un journal en retard. À ce moment-là, la camionnette et ses occupants s'étaient volatilisés sans laisser de traces, marquant le début de 25 années de silence insoutenable. Ce qui suivit défie toute explication, même selon les normes actuelles. Les premières 48 heures après la disparition de Lucas Michel Dubois révélèrent les limites brutales des forces de l'ordre en 1995. Le commissariat de Lisieux, dirigé par le chef Michel Blanchard, ne comptait que 127 officiers pour une population de 119 000 habitants. Les alertes Amber n'existaient pas encore, elles ne seraient lancées qu'en 1996. Aucune base de données nationale instantanée, et la coordination interagences reposait sur des fax qui se bloquaient constamment. Le détective Jacques, Jim, Lefebvre, vétéran de 23 ans, fut assigné à l'affaire à 18h45 le 12 juin. Son premier ordre fut d'élargir le périmètre de recherche à 8 km, mobilisant 89 officiers et 200 volontaires civils, mais sans GPS ni communication cellulaire fiable, la coordination était chaotique. Les équipes de recherche couvraient certaines zones en double tandis que d'autres restaient inexplorées. Le premier faux indice arriva le 13 juin 1995 à 9h34. François Petit, employé d'une station-service Total, jura avoir vu Lucas avec un homme dans une Peugeot 405 rouge. Il donna une description détaillée, homme blanc, 45 à 50 ans, barbe grise, tatouage d'aigle sur l'avant-bras droit. 17 unités poursuivirent cette piste pendant 72 heures, interrogeant 43 propriétaires de Peugeot 405 rouge dans le département. Tous avaient des alibis solides. François admit plus tard avoir bu la veille et avoir confondu Lucas avec un autre enfant. Le deuxième faux indice fut dévastateur. Le 15 juin 1995 à 15h22, Alain Robert, concierge de l'école primaire Saint-Joseph, fut arrêté après la découverte d'une carte Panini de football, édition 1989, dans son casier. Alain, 31 ans, avec une condamnation pour possession de cannabis en 1987, devint le principal suspect. Lors de 18 heures d'interrogatoire sans avocat, encore légal en Normandie à l'époque, il maintint son innocence. Il expliqua que Lucas lui avait donné la carte une semaine plus tôt après qu'il l'avait aidé à récupérer son ballon de foot sur le toit. 3 élèves confirmèrent cette histoire le 17 juin. Alain fut relâché, mais sa réputation était irrémédiablement détruite. Il déménagea à Caen 2 mois plus tard. Le troisième faux indice faillit détruire la famille Dubois. Le 20 juin 1995, à 23h47, un appel anonyme suggéra d'enquêter sur André Dubois. L'appelant, jamais identifié, affirma l'avoir vu agir étrangement près du lac d'Annecy le lendemain de la disparition. La police, désespérée de résultats, soumit André à 2 tests polygraphiques les 22 et 24 juin. Les résultats furent non concluants en raison de son état émotionnel extrême.
Pendant une semaine, des ressources furent détournées pour enquêter sur le père dévasté, passant en revue ses finances, interrogeant ses collègues, et même creusant partiellement le jardin des Dubois le 27 juin. L'erreur la plus critique de l'enquête eut lieu le 14 juin, lorsque le témoignage de René Dubois sur la camionnette bleue fut initialement écarté. L'officier novice Étienne Fournier, qui prit sa déposition, écrivit par erreur rue du Chêne et 33e avenue, une intersection inexistante. Cette faute dactylographique envoya les recherches à 11 km à l'ouest pendant 5 jours cruciaux. Lorsqu'elle fut corrigée le 19 juin, toute preuve physique sur le bon site avait été contaminée ou disparue. La technologie de 1995 présentait des obstacles insurmontables. Les seules caméras de surveillance dans un rayon de 3 km autour de l'école étaient des systèmes analogiques dans 3 banques et un débit de boissons. Tout enregistré sur des cassettes VHS de 6 heures, réenregistrées toutes les 48 heures. Lorsque la police les réquisitionna le 14 juin, les enregistrements du 12 juin avaient été écrasés. Le système téléphonique de l'école n'avait pas d'identification d'appelant. Les registres des péages autoroutiers étaient tenus manuellement et archivés chaque semaine. Lorsque les enquêteurs les demandèrent, beaucoup avaient été détruits selon le protocole standard. L'absence de test ADN accessible aggravait tout. En 1995, un test ADN coûtait 4 000 € par échantillon et prenait 6 à 8 semaines. Le commissariat de Lisieux avait un budget annuel de seulement 12 000 € pour tous les tests médico-légaux. Les quelques fibres trouvées sur le yo-yo de Lucas furent envoyées au laboratoire régional le 30 juin. Les résultats, arrivés le 22 août, ne montraient que des fibres synthétiques compatibles avec un rembourrage automobile courant, sans valeur pour l'enquête. Les suspects écartés incluaient 3 délinquants sexuels enregistrés dans la région. Pierre Durand, libéré de la prison de Caen 6 mois plus tôt, était à une réunion des alcooliques anonymes avec 12 témoins. Nicolas Benoît travaillait dans une usine à Rouen, à 145 km, avec des fiches de pointage confirmées. Léonard Parc était hospitalisé depuis le 10 juin pour une appendicite. Le 30 septembre 1995, après 3470 heures de travail d'enquête, 1200 entretiens et 380 000 € de ressources, l'affaire devint froide. Le détective Jacques Lefebvre écrivit dans son rapport de fin d'année, « Aucun nouvel indice viable. L'affaire reste active, mais sans allocation de ressources dédiées. » Ce fut le début de 25 années de silence. Les statistiques étaient sombres. En 1995, sur les 12 000 enfants portés disparus en Normandie, seuls 67% furent retrouvés dans l'année. Après 5 ans, ce chiffre tombait à 3%. Lucas Michel Dubois faisait partie des 30% qui s'étaient simplement évanouis. De 1996 à 2019, l'absence de Lucas Michel Dubois devint une blessure qui ne guérissait jamais, un vide qui s'approfondissait chaque année. Les rituels des Dubois devinrent des cérémonies de deuil et d'espoir désespéré. Chaque 12 juin, sans faute, Marie et André plaçaient 12 bougies blanches à la fenêtre de la chambre de Lucas à 14h47, l'heure exacte de sa disparition. Les voisins apprirent à respecter ce moment, éteignant tondeuse et musique, créant un silence communautaire qui durait exactement 9 minutes et 4 secondes, son âge lorsqu'il disparut. La première fausse piste arriva le 8 mars 2003. Une femme nommée Hélène Vincent jura avoir vu Lucas, alors âgé de 17 ans selon ses calculs, travaillant dans un quick à Caen. Il avait la marque de naissance sur la joue gauche, insista-t-elle. Les Dubois parcoururent 247 km cette nuit-là, arrivant au restaurant à 2h30. Ils attendirent dans le parking jusqu'à l'ouverture à 5h. Le jeune homme qu'Hélène avait vu était Léo Charpentier, un immigré de 19 ans. La marque sur sa joue était une brûlure d'huile de cuisson. Marie pleura tout le long du trajet de retour. La deuxième piste, le 15 septembre 2009, fut plus cruelle. Une émission télévisée sur les affaires non résolues diffusa une photo vieillie de Lucas, générée par un nouveau logiciel de la police nationale. En 48 heures, 73 appels arrivèrent. L'un semblait prometteur, un homme à Rennes, se faisant appeler Noah Bisset, sans aucun souvenir de son enfance avant 10 ans. La police nationale fit venir les Dubois à Rennes le 17 septembre.
Les tests ADN prirent 72 heures d'angoisse. Négatif. Noah Bisset était en réalité Noah Bisset, un enfant abandonné originaire de Corrèze. La déception hospitalisa Marie avec ce que les médecins appelèrent une cardiomyopathie de stress, littéralement un cœur brisé. La troisième piste significative survint le 23 avril 2014. L'enquêteur privé Vincent Moreau, engagé par les Dubois avec leurs économies de retraite, 47 000 €, croyait avoir retrouvé Lucas vivant sous l'identité de Mathis Roland à Agen, Nouvelle-Aquitaine. Cet homme, âgé de 28 ans selon les registres, était apparu dans le système en 1996 sans aucun historique préalable. Pendant 3 mois, Vincent le surveilla, documentant 1400 photographies. La ressemblance était troublante, mais lorsqu'ils l'approchèrent enfin le 2 août 2014, Mathis Roland s'avéra être un survivant de maltraitance infantile originaire de Toulouse, qui avait fugué à 11 ans. Une nouvelle impasse. La détérioration d'André Dubois fut progressive mais implacable. En 1998, il commença à boire. En 2001, il perdit son emploi chez Renault après 18 ans. En 2004, il fut arrêté pour conduite en état d'ivresse. Marie le trouva le 7 novembre 2007 dans le garage, moteur allumé, inconscient mais vivant. Sa note disait simplement « Je ne peux pas affronter un autre anniversaire vide ». Il survécut, mais ne fut plus jamais le même. La mère de Marie, Louise Garnier, mourut le 3 février 2011, sans savoir ce qu'il était advenu de son petit-fils. Ses derniers mots cohérents furent « Dis à Lucas que mamie l'attend ». Sa mort marqua un tournant. André et Marie, unis seulement par leur chagrin commun, divorcèrent le 15 août 2012. André emménagea dans un petit appartement à Rouen. Marie resta dans la maison de la rue des Lilas, incapable de quitter le dernier endroit où elle avait vu son fils. L'affaire fut officiellement classée inactive le 12 juin 2005, exactement 10 ans après la disparition. Le détective Jacques Lefebvre, désormais à la retraite, conservait une copie du dossier dans son sous-sol. Chaque anniversaire, il le relisait, cherchant un détail manqué. En 2015, il numérisa lui-même l'ensemble du dossier. 3400 pages de rapports, d'entretiens et de pistes sans issue. En 2017, Marie créa une page Facebook, Retrouver Lucas Michel Dubois. Elle rassembla 45 000 abonnés. Chaque publication générait de nouvelles théories, de nouvelles fausses pistes. L'espoir devint une forme de torture. Une médium de Provence prétendit que Lucas était vivant, amnésique. Des détectives amateurs en ligne accusèrent à tort un enseignant à la retraite de Bretagne d'être le ravisseur. L'homme porta plainte et gagna, coûtant à Marie 15 000 € qu'elle n'avait pas. En 2019, Marie, alors âgée de 67 ans, développa un Alzheimer précoce. Les médecins l'attribuèrent au stress chronique. Certains jours, elle oubliait que Lucas avait disparu et l'attendait pour le dîner. D'autres jours, elle revivait la perte comme si elle était nouvelle. André, sobre depuis 2016, lui rendait visite tous les dimanches, réunis à nouveau par la tragédie et désormais par la maladie. Le 31 décembre 2019, alors que le monde célébrait une nouvelle décennie, Marie écrivit dans son journal d'une main tremblante, 25 ans l'année prochaine, où es-tu, mon bébé? Elle ignorait que la réponse se trouvait à seulement 846 km, vivant sous l'identité d'Antoine Lefebvre, travaillant comme analyste de données pour Martin Technologies, sur le point de rejoindre un appel vidéo qui changerait tout. Les probabilités de ce qui suivit, environ 1 sur 10 millions selon les statistiques de la police nationale, étaient infimes. Laurent Martin, fondateur et PDG de Martin Technologies, une entreprise de logiciels basée à Clermont-Ferrand, n'était pas homme à suivre ses intuitions ou à croire aux superstitions. Diplômé de l'école polytechnique avec un master en informatique, il avait bâti son entreprise de zéro jusqu'à une valorisation de 230 millions d'euros. Le 14 avril 2020, à 9h45, il préparait sa 3e tasse de café au lait dans son bureau à domicile, s'adaptant à la nouvelle réalité du télétravail imposé par la pandémie de Covid-19. La réunion était prévue pour 10 heures. Identifiant Zoom 78245196023. Mot de passe Q2 examiné 20.
Une revue trimestrielle de routine avec son équipe d'analyse de données de la côte ouest. Antoine Lefèvre, employé depuis 3 ans, était connu pour son attention méticuleuse aux détails et sa réticence étrange à participer aux événements sociaux de l'entreprise. Un génie introverti, l'avait décrit le directeur des ressources humaines. À 9h58, Laurent ouvrit Zoom, vérifia sa caméra Logitech C920 et son microphone Blue Yeti. La lumière naturelle de la fenêtre éclairait parfaitement son visage, un détail qui s'avérerait crucial. À 10h précises, les participants commencèrent à rejoindre la réunion. Camille Bernard depuis La Rochelle, Julien Faure depuis Brest, Emma Giraud depuis Bordeaux, et Antoine Lefèvre depuis Biarritz. La réunion débuta avec des mises à jour standards sur les métriques de performance et les projections pour le 3e trimestre. Antoine présentait une analyse des modèles d'utilisation des clients pendant les premiers jours du confinement. À 10h17, en partageant un graphique Excel, il se pencha vers la caméra pour indiquer un point précis. La lumière de sa fenêtre éclaira parfaitement le côté gauche de son visage. Laurent sentit le temps s'arrêter. Là, sur sa joue gauche, une marque de naissance en forme de croissant, partiellement cachée par une barbe de 3 jours. Mais ce n'était pas tout. Lorsqu'Antoine leva la main pour se gratter le front, Laurent vit la cicatrice au-dessus de son sourcil droit, une cicatrice courbée d'environ 2 cm, exactement comme celle qu'il avait vue des milliers de fois sur les affiches de disparition à Lisieux dans les années 90. Laurent Martin avait grandi à Lisieux, en Normandie. En 1995, il avait 15 ans et vivait à 6 pâtés de Maison des Dubois. Il avait participé aux premières recherches pour Lucas. Sa mère, Hélène Martin, était la voisine que Marie Dubois avait contactée en premier lorsque Lucas n'était pas rentré. Pendant des années, l'affiche fanée de Lucas était restée sur le tableau d'affichage du supermarché local où Laurent travaillait le week-end comme emballeur. « Laurent, vous m'entendez ?» La voix d'Antoine le ramena à la réalité. Laurent fixait l'écran en silence depuis 23 secondes, selon le journal de Zoom. « Oui, désolé, problème de connexion. » Il mentit. Son esprit fonctionnait à la vitesse d'un processeur. Était-ce possible? L'âge correspondait. Antoine prétendait avoir 34 ans, ce qui impliquait une naissance en 1986, mais Lucas aurait eu 35 ans en mars 2020. Pendant les 43 minutes suivantes, Laurent prit discrètement 17 captures d'écran avec la fonction native de son MacBook Pro. Chaque fois qu'Antoine bougeait, Laurent capturait un nouvel angle. Lorsqu'Antoine se leva pour prendre de l'eau, Laurent enregistra 8 secondes de vidéo montrant sa démarche. Cette légère claudication qu'il avait remarquée auparavant, mais jamais située. À 11h03, lorsque la réunion se termina, Laurent resta dans son bureau, paralysé. Il ouvrit Google et chercha « Lucas Michel Dubois disparu 1995 ». Le premier résultat fut la page Facebook de Marie Dubois. La photo vieillie, mise à jour en 2019, montrait à quoi Lucas ressemblerait à 34 ans. Laurent compara l'image à ses captures d'écran, alternant entre les fenêtres avec la commande plus tab. La ressemblance était indéniable, mais pas concluante. Le dilemme éthique le torturait. S'il se trompait, il pouvait détruire la vie d'un employé innocent et rouvrir des blessures dévastatrices pour la famille Dubois. S'il avait raison, les questions étaient infinies. Antoine savait-il qui il était vraiment, victime ou complice? Comment avait-il obtenu une identité totalement nouvelle? À 14h15, après 3 heures de débat intérieur, Laurent prit une décision. Il appela son ancien colocataire de l'école polytechnique, désormais employé à la division cybercriminalité de la police nationale. « Sébastien, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Hors registre pour l'instant. Je pense avoir retrouvé un enfant disparu depuis 25 ans. Cela soulevait de sérieuses questions sur la confidentialité des technologies de reconnaissance faciale en milieu professionnel. Mais parfois, la technologie sert un dessein plus grand. L'enquête du XXIe siècle sur la véritable identité d'Antoine Lefèvre débuta officieusement le 15 avril 2020 à 8h, lorsque l'agent spécial Sébastien Dubois accéda discrètement à la base de données nationale de la police depuis son ordinateur sécurisé à Vélizy-Villacoublay,
Île-de-France. Ce qui aurait pris des semaines de paperasse et de coordination interagence en 1995 ne prit que 37 secondes de requête dans la base de données. Première étape, logiciel de reconnaissance faciale. Sébastien utilisa le système d'identification de nouvelle génération de la police nationale, spécifiquement l'algorithme de recherche faciale interrégionale version 4.2. Les 17 captures d'écran de Laurent, améliorées via une mise à l'échelle IAESRGAN de 720p à 4K, furent comparées à une base de données de 640 millions d'images. Un processus qui aurait relevé de la science-fiction en 1995 donna des résultats en 47 secondes. Probabilité de correspondance de 94,3% avec l'affaire Lucas-Michel Dubois, dossier IN 9956547. Mais la technologie moderne exigeait une vérification multiple. Sébastien passa les images par 3 autres systèmes, reconnaissance Amazon, 92,8% de correspondance, API Microsoft Azure, 93,1% de correspondance, et le système propriétaire de la police nationale, 95,7% de correspondance. La convergence était statistiquement significative. La probabilité d'erreur était inférieure à 0,001%. Les chances d'une coïncidence étaient astronomiques. L'analyse des métadonnées exhibe des fichiers d'employés d'Antoine Lefebvre chez Martin Technologies révéla des incohérences immédiates. Sa photo d'identité d'entreprise, censée avoir été prise en 2017, contenait des métadonnées indiquant une création dans Photoshop CS6 le 3 mars 2017 à 15h47, avec 14 couches d'édition. L'analyse forensique d'images via un algorithme d'analyse de niveau d'erreur montra une manipulation significative autour de l'oreille gauche, possiblement pour cacher des traits distinctifs. Les recherches dans les bases de données révélèrent qu'Antoine Lefebvre était apparu pour la première fois dans les registres officiels le 7 septembre 1996, lorsqu'il fut inscrit au Collège Sainte-Marie à Agen, Nouvelle-Aquitaine, prétendument comme élève transféré d'Espagne. Cependant, aucun registre d'entrée, aucun visa étudiant, aucun certificat de naissance espagnol n'existait. Le numéro de sécurité sociale 5 236 789 fut délivré à Agen en octobre 1996, ce qui était très inhabituel pour quelqu'un censé être né en 1986. Le 17 avril, Sébastien obtint un échantillon ADN discrètement. Lors d'une mise à jour de sécurité Covid imposée par Martin Technologies, tous les employés en télétravail reçurent des kits de santé à domicile. Celui d'Antoine fut intercepté après usage et détourné vers le laboratoire ADN de la police nationale à Vélizy-Villacoublay. Simultanément, Marie Dubois, désormais dans un centre de soins pour troubles de la mémoire à Lisieux, fournit un échantillon de salive par l'intermédiaire de son tuteur légal, ignorant son but. L'analyse ADN, utilisant le système d'index combiné d'ADN avec 24 marqueurs STR, ne prit que 18 heures, un processus qui aurait pris 2 mois en 1995. Le 19 avril à 16h23, les résultats confirmèrent. Probabilité de lien filial maternel, 99,99 1999%. Antoine Lefebvre était Lucas-Michel Dubois. L'enquête financière numérique révéla des couches de tromperie. Les comptes bancaires d'Antoine montraient des dépôts mensuels constants de 3 000 € d'une SARL basée en Bretagne, appelée Crépuscule Holdings, de 1996 à 2018. Crépuscule Holdings, retracée via la base de données FinCEN, était liée à 7 autres sociétés écrans, toutes créées entre 1995 et 1996, toutes avec le même agent enregistré, l'avocat Gérard Lemoine, décédé opportunément dans un accident de bateau en 2001. L'analyse blockchain, inexistante en 1995, révéla qu'Antoine recevait des paiements en Bitcoin depuis 2013, totalisant 47,3 BTC, valant 342 000 € en avril 2020, depuis un portefeuille lié à des marchés du dark web. Pas directement criminel, mais suggérant une connaissance de sa situation et possiblement du chantage ou des paiements de silence. La géolocalisation historique via les données agrégées de Google Maps, les antennes relais et les relevés de cartes bancaires créa une carte des mouvements d'Antoine sur 24 ans. Notamment, il n'avait jamais voyagé à moins de 500 mètres de Lisieux, Normandie. Il évitait les aéroports dotés de technologies avancées de reconnaissance faciale.
Ces schémas de déplacement montraient une avoidance délibérée des juridictions avec des programmes robustes pour les personnes disparues. Le logiciel d'analyse linguistique forensique Variant System X3 analysa 10 000 courriels d'Antoine depuis 2008. Il détecta des incohérences dans son prétendu passé. Il utilisait des expressions normandes, soda, au lieu de limonade, des références culturelles incompatibles avec quelqu'un élevé en Espagne, et une connaissance inexplicable de la géographie normande, mentionnant un rendez-vous au pont de Normandie dans un courriel de 2014. Une référence extrêmement spécifique. Le 22 avril, l'enquête prit une tournure sombre. La reconnaissance faciale identifia une autre personne dans l'arrière-plan Zoom d'Antoine lors d'une réunion du 7 avril. Philippe Rousseau, 63 ans, enseignant à la retraite vivant à Biarritz. Les registres montraient que Rousseau avait travaillé comme concierge remplaçant à l'école primaire Saint-Joseph du 1er au 15 juin 1995, remplaçant Alain Robert, en vacances. Ce détail avait été négligé dans l'enquête initiale, car Rousseau n'était pas un employé officiel, juste un prestataire payé en liquide. Un mandat de surveillance électronique, approuvé par la juge fédérale Geneviève Laurent le 23 avril sous la loi antiterroriste, permit la surveillance en temps réel de toutes les communications numériques d'Antoine et de Rousseau. En 72 heures, ils interceptèrent 43 messages cryptés via Signal, discutant du problème normand et de la nécessité de maintenir la version. L'affaire ne s'était pas terminée le jour de la disparition, mais lorsque la technologie rattrapa enfin 25 ans de mensonges. Voici où la technologie moderne fait toute la différence. Ce qui prenait des mois en 1995 ne prenait désormais que des jours. Le 28 avril 2020 à 5h47, 18 agents de la police nationale entourèrent simultanément deux résidences, l'appartement d'Antoine Lefebvre au 15 boulevard de l'Océan, Biarritz, et la maison de Philippe Rousseau au 7 avenue du Crépuscule, à seulement 3 km. L'opération, nommée Opération Retrouvailles, fut exécutée avec une précision chirurgicale. Pas de sirène, pas de drame télévisé, juste des professionnels achevant une tâche qui avait attendu 25 ans. Antoine Lefebvre, désormais confirmé comme Lucas Michel Dubois, fut arrêté pendant son sommeil. Il ne résista pas. Lorsque l'agent Sébastien lui lut ses droits, Antoine répondit par un seul mot. Enfin. Sur sa table de chevet, les agents trouvèrent un journal de 1147 pages écrites sur 24 ans, commençant par une entrée du 7 septembre 1996, « Je ne m'appelle pas Antoine. J'ai 10 ans. Ma maman me manque. » Philippe Rousseau tenta de détruire des preuves. Les agents le trouvèrent en train d'introduire des documents dans une déchiqueteuse industrielle. Ils récupérèrent 16 boîtes de matériel partiellement détruit grâce à des techniques de reconstruction forensique. Parmi les documents, de faux certificats de naissance, des dossiers scolaires fabriqués, et, plus troublant encore, des photographies de 6 autres enfants annotés comme « candidats », datés de 1993 à 1995. L'interrogatoire de Rousseau, conduit par l'agente spéciale Marguerite Dupont, ironiquement homonyme de l'enseignante de 4e année de Lucas, débuta à 9h au bureau de la police nationale à Biarritz. Rousseau, conseillé par le défenseur public Dominique Lefebvre, nia initialement toute implication, mais face au message Signal décodé et aux photographies trouvées chez lui, sa façade s'effondra. Ce n'était pas censé se passer comme ça, commença-t-il à 11h43, selon la transcription officielle. Lucas était spécial, brillant, gâché par cette famille ouvrière. Je pouvais lui offrir mieux. La confession, enregistrée en vidéo 4K avec une sauvegarde audio redondante, dura 7h23. Rousseau décrivit la méthode d'enlèvement avec un détail glaçant. Pendant ces 2 semaines comme concierge remplaçant, il avait étudié les enfants, identifiant ceux ayant du potentiel et des vulnérabilités. Lucas attira son attention par son intelligence et son habitude de rentrer seul après l'école. Rousseau gagna sa confiance progressivement, d'abord en l'aidant avec ses devoirs de mathématiques, puis en lui offrant des cartes Panini de football, des extras de sa collection. Le 12 juin 1995, Rousseau attendait dans sa camionnette Peugeot 806 bleue, plaque No 47X26, la plaque partielle vue par Jeanne Simon.
Il proposa à Lucas de l'emmener dans une boutique spéciale de cartes Panini qui avait une carte rare de Zinedine Zidane. Les enfants font toujours confiance quand il s'agit de quelque chose qu'ils veulent vraiment, expliqua Rousseau avec un calme inquiétant. Ce ne fut pas un enlèvement violent. Il monta volontairement. Selon Rousseau, le plan initial était d'élever Lucas correctement. Rousseau, célibataire et sans enfant, se voyait comme un père supérieur. Il avait préparé pendant des mois de faux documents via son contact avec Gérard Lemoine, un avocat corrompu spécialisé dans les adoptions illégales, une maison louée à Agen sous le nom de Vincent Moreau. Il avait même inscrit Antoine dans des ligues locales de football pour maintenir une apparence de normalité. Mais Lucas n'était pas l'enfant docile que Rousseau attendait. Il pleurait pendant des semaines, admit Rousseau. Il tenta de s'échapper 17 fois dans les 3 premiers mois. J'ai dû le discipliner. La discipline, selon les preuves médicales ultérieures, incluait la privation de nourriture, l'enfermement dans un sous-sol insonorisé et ce que Rousseau appelait une « rééducation », des heures d'endoctrinement sur sa nouvelle vie et les mensonges de sa famille précédente. Le point de rupture survint le 24 décembre 1995. Lucas, alors âgé de 10 ans, tenta d'appeler chez lui depuis une cabine téléphonique dans un centre commercial. Rousseau le surprit après que Lucas n'eût réussi à dire que « maman » avant que la ligne ne soit coupée. Marie Dubois avait reçu cet appel pendant 25 ans. Elle se demandait si c'était réel ou une imagination désespérée. Après cela, il abandonna, dit Rousseau. Il accepta d'être Antoine. C'était plus facile que de se battre. Les dossiers scolaires falsifiés montraient Antoine Lefebvre comme un élève modèle, mais renfermé. Les enseignants notaient son intelligence, mais aussi sa tristesse étrange. Un conseiller scolaire en 1998 écrivit « Antoine semble porter un poids invisible. Il refuse de parler de sa vie avant 10 ans. » Le lien avec d'autres affaires était l'aspect le plus troublant. Les photographies des 6 autres enfants correspondaient à des affaires non résolues. Maxime Dubois, disparu à Nantes, 1993, Clara Martin, disparue à Rennes, 1994, Raphaël Lemoine, disparu à Bordeaux, 1994, Léa Fournier, disparu à Brest. 1995, Adrien Petit, disparu à Toulouse, 1995, et Manon Vincent, disparu à La Rochelle, 1995. Rousseau nia avoir enlevé ses enfants, mais admit faire partie d'un réseau. Nous n'étions pas des pédophiles, insista-t-il, comme si cela améliorait les choses. Nous étions des collectionneurs, des sauveurs. Ces enfants avaient un potentiel gâché. Il fournit 3 autres noms, Dr Pierre Durand, pédiatre à la retraite en Bretagne, Catherine Mercier, ancienne travailleuse sociale en Provence, et Nicolas Benoît, entrepreneur technologique à Nantes. Tous furent arrêtés dans les 48 heures. Le témoignage d'Antoine, alias Lucas, le 30 avril fut déchirant. Avec une thérapie d'urgence et des médicaments anti-anxiété, il put articuler 24 années de captivité psychologique. Je savais qui j'étais, dit-il, regardant directement la caméra. Je n'ai jamais oublié. Mais après des années à entendre que votre famille ne veut pas de vous, qu'ils n'ont pas assez cherché, que vous étiez une erreur dans leur vie, vous commencez à croire que peut-être Antoine est mieux que Lucas. Rousseau avait été astucieux. Il avait permis à Antoine d'aller à l'université, diplômé en informatique de l'université de Biarritz en 2008, d'obtenir un emploi, d'avoir une vie apparemment normale, mais toujours sous surveillance. Les paiements mensuels de 3 000 € n'étaient pas un soutien. C'étaient des pots de vin. Les bitcoins étaient de l'argent pour acheter son silence. Rousseau détenait des vidéos compromettantes des premières disciplines, menaçant de les envoyer à ses employeurs si Antoine parlait. La pandémie changea tout, expliqua Antoine. Quand tout le monde a commencé à travailler de chez soi, Rousseau a perdu son contrôle quotidien sur moi. Pour la première fois en 24 ans, j'étais vraiment seul. J'ai commencé à écrire davantage dans mon journal. J'ai commencé à me souvenir davantage. J'ai commencé à espérer. L'ironie n'échappa à personne. Un virus qui séparait le monde avait réuni une famille.
Le télétravail ne serait plus jamais le même pour Laurent Martin, qui avait involontairement résolu l'une des plus anciennes affaires de disparition de Normandie. Le 2 mai 2020, les restes du réseau furent exposés. 14 arrestations dans 6 régions, 23 enfants potentiellement identifiés comme disparus. 4 furent retrouvés vivant sous de fausses identités. Le réseau avait opéré de 1991 à 1997, jusqu'à ce que la mort de Gérard Lemoine force sa suspension. Rousseau avait gardé Lucas comme son trophée, son fils parfait créé de toutes pièces. La vérité était plus choquante que n'importe quelle théorie conspirationniste en ligne. Pas de trafic sexuel, pas de meurtre rituel, pas de prélèvement d'organes, quelque chose d'argabli pire, un vol complet d'identité, assassinant l'âme d'un enfant tandis que son corps continuait de vivre. Mais voici ce que les algorithmes et l'IA ne pouvaient prédire, la capacité humaine à survivre. Le 15 novembre 2021, après 18 mois de procédure judiciaire, Philippe Rousseau fut condamné au tribunal de grande instance de Biarritz. Le juge Claude Marchand lut les chefs d'accusation, un chef d'enlèvement, un chef de transport d'un mineur à des fins criminelles, 6 chefs de complot pour enlèvement, 3 chefs de fraude aggravée à l'identité, et un chef de complot pour blanchiment d'argent. La peine, 327 ans sans possibilité de libération conditionnelle, soit plusieurs peines de prison à vie. La confrontation entre Marie Dubois et Rousseau au tribunal le jour du verdict dura 3 minutes et 17 secondes. Marie, alors âgée de 69 ans, en fauteuil roulant en raison d'un Parkinson avancé, accéléré par des décennies de stress, parla clairement, « Vous avez volé mon bébé. Vous avez volé 25 ans. Vous avez volé une vie, mais vous n'avez pas volé son esprit. Mon Lucas a survécu. C'est vous qui êtes mort à l'intérieur. » Rousseau, menotté dans un uniforme de prisonnier orange, tenta de répondre, mais fut réduit au silence par son propre avocat. Ses derniers mots enregistrés au tribunal furent « Je voulais juste être père ». La salle éclata en murmures de dégoût. André Dubois, sobre depuis 5 ans, se tenait aux côtés de son ex-femme. Il ne parla pas au tribunal, mais sa déclaration d'impact sur les victimes, lue par le procureur, contenait une phrase qui résonna, « Chaque jour pendant 9131 jours, je suis mort un peu. Maintenant, sachant qu'il est vivant, je dois réapprendre à vivre. » Le 20 décembre 2021, la famille Dubois organisa un enterrement symbolique pour le Lucas qui ne revint jamais. Pas un enterrement pour l'adulte Antoine, qui était vivant et en thérapie intensive, mais pour le garçon de 9 ans qui mourut effectivement le 12 juin 1995. 300 personnes assistèrent, dont 47 des volontaires des recherches de 1995. Le petit cercueil blanc contenait le sac à dos Astérix de Lucas, ses cartes Panini de football, et une photo de lui souriant à son 9e anniversaire. Antoine Lefebvre changea légalement son nom pour Lucas Michel Dubois le 1er janvier 2022, mais choisit de continuer à utiliser Antoine professionnellement. Lucas était un enfant, expliqua-t-il dans sa seule interview publique à France Télévisions. Je suis un adulte formé par 2 identités. Je ne peux pas effacer 25 ans, même si je le voulais. La réunification familiale fut compliquée. Lucas Antoine rend visite à Marie chaque semaine dans son centre de soins, mais elle ne le reconnaît souvent pas, piégé dans des boucles de mémoire où il a encore 9 ans. André et Lucas ont développé une relation prudente, liée par une douleur commune, mais séparée par un quart de siècle d'expérience perdue. Statut de l'affaire, close, tous les conspirateurs condamnés, 4 enfants disparus retrouvés vivants. L'affaire ne s'est pas terminée le jour de sa disparition. Mais enfin, après 25 ans de silence dévastateur, la technologie et le hasard ont convergé sur un écran zoom, prouvant que parfois, très rarement, les fantômes rentrent chez eux. Ce qui est arrivé à Lucas Michel Dubois soulève de sérieuses questions sur la confidentialité numérique, la surveillance en milieu professionnel, et les conséquences imprévues de la technologie pandémique. Mais parfois, juste parfois, le regard de Big Brother s'avère être exactement ce dont nous avions besoin.